En Europe, sur fond de guerre de la Russie contre l'Ukraine et de négociations, il me semble qu'on devient peu à peu fou dès qu'il s'agit de la position à adopter vis-à-vis de Moscou. C'est ce qu'on dirait à première vue, vu les dernières nouvelles. Au Kremlin, on a confirmé que la France a rétabli le dialogue avec Moscou et le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne pouvait tout simplement pas faire autrement. Parce qu'il faut parler avec Poutine. Il faut parler. Au même moment, la Commission européenne a déclaré que l'Europe préparait une liste de concessions que la Russie devrait faire pour mettre fin à la guerre et reprendre le dialogue. On ne sait pas quand ces concessions seront annoncées. Mais en même temps, l'UE a récemment présenté une proposition pour un nouveau paquet de sanctions anti-russes. C'est déjà le 20e. Ce paquet devait réduire considérablement les revenus du Kremlin provenant de la vente de pétrole. L'Union européenne veut remplacer le plafonnement du prix du pétrole russe par une interdiction de fournir les services nécessaires au transport du carburant. Cela pourrait effectivement bloquer l'accès des pétroliers russes à la mer Noire et à la mer Baltique. Mais à la dernière minute, 2 pays européens s'y sont opposés, affirmant qu'ils perdraient alors eux-mêmes des revenus. Et soi-disant, c'est une mesure trop sévère contre l'agresseur russe. Alors que se passe-t-il en Europe ? Surtout alors que Lavrov menace déjà l'Europe de guerre. Discutons-en ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Donc la veille, le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou répondrait par tous les moyens disponibles en cas d'attaque de la part de l'Europe. Oui, le Kremlin menace l'Europe de guerre, mais il le dissimule sous le prétexte d'une réponse. Eh bien, comme vous vous en souvenez, selon la logique du Kremlin, ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais au contraire, l'Ukraine a attaqué la Russie, et la Russie a été obligée de se défendre. Et voilà que Sergueï Lavrov déclare, je cite, « Si jamais l'Europe met à exécution ses menaces de se préparer à la guerre contre nous, les réalise et commence à attaquer la Fédération de Russie, le président Poutine a dit « Ce ne sera pas une opération militaire spéciale de notre part, ce sera une véritable réponse militaire avec tous les moyens dont nous disposons. La Russie elle-même n'a pas l'intention d'attaquer l'Europe, cela ne nous sert absolument à rien. » Je rappelle que ce même Sergueï Lavrov disait la même chose à propos de l'Ukraine au début de l'année 2022. Il assurait que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. Elle a attaqué. Et enfin, il est devenu clair comment le Premier ministre hongrois Viktor Orban gagne son petit pécule du Kremlin. Après la déclaration de Sergueï Lavrov, les propagandistes russes rappellent précisément cela. Le dirigeant européen Viktor Orban a déclaré que les dirigeants européens avaient l'intention de se préparer à une éventuelle guerre avec la Russie d'ici 2030 en passant à une économie de temps de guerre. Et donc il semblerait qu'après tout cela, il soit temps pour l'Europe de frapper ce visage russe arrogant, et voilà que l'Europe a pris sa décision. L'Union européenne a récemment présenté une proposition pour un nouveau paquet de sanctions anti-russes, mais tout s'est arrêté là. La Grèce et Malte sont devenus les principaux obstacles à la proposition de l'Union européenne de remplacer le plafonnement du prix du pétrole russe, c'est-à-dire le plafond du prix du pétrole, par une interdiction de fournir les services nécessaires au transport du pétrole. La Grèce et Malte ont exprimé des inquiétudes quant au fait qu'un tel changement pourrait affecter l'industrie maritime européenne et les prix de l'énergie. Et la Grèce. La Grèce et Malte ont demandé des éclaircissements concernant les propositions d'imposer des sanctions contre les ports étrangers pour le traitement de cargaisons de pétrole russe, et un renforcement de la surveillance des vendeurs de navires afin de réduire le nombre de pétroliers rejoignant la flotte fantôme de Moscou. Eh bien, comme on dit, c'est le voleur qui crie au voleur, donc ici la Grèce et Malte se sont un peu trahis. La semaine dernière, la Commission européenne a proposé de remplacer le plafond de prix sur le pétrole russe par une interdiction d'installation. Cette proposition, qui frappera les compagnies d'assurance et de transport, reflète les difficultés à utiliser le plafond des prix pour réduire de manière significative les revenus pétroliers de Moscou. La nouvelle proposition est l'élément central du 20e paquet de sanctions de l'UE contre Moscou pour son invasion à grande échelle de l'Ukraine. La mise en œuvre de la nouvelle proposition dépendra également du soutien des pays du G7 qui ont conjointement instauré ce plafond des prix à la fin de 2022. Mais pour l'instant, les États-Unis n'ont pas encore pris position. Faut-il remplacer cela ou non ?
Dans le même temps, le nouveau paquet de sanctions de l'UE comprend une proposition visant à imposer des restrictions contre plusieurs entreprises en Chine et dans d'autres pays qui fournissent à la Russie des composants clés pour l'industrie militaire. Ce paquet vise également les opérateurs de crypto-monnaies et un petit nombre de banques en Asie centrale et au Laos qui aident de Moscou à contourner les sanctions. De plus, l'Union européenne a proposé pour la première fois d'utiliser son instrument contre le contournement des sanctions, qui interdira l'exportation de machines-outils et de certains équipements radio vers le Kirghizistan. L'Allemagne affirme déjà craindre un impact sur ses relations bilatérales avec le Kirghizistan, qui sont très importantes pour elle. Continuons à leur fournir des machines-outils qu'ils transmettent aux Russes. Fermons les yeux, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que la France et la Fédération de Russie ont repris les contacts au niveau technique, mais que Moscou ne voit pas encore la volonté de Paris d'organiser une conversation entre les deux dirigeants. Et plus tard, la reprise du dialogue a été confirmée par le président français Emmanuel Macron, qui a justifié cela par une nouvelle phase de la guerre russo-ukrainienne. Je vais maintenant citer Macron. Nous voulons déléguer ces discussions à quelqu'un d'autre, mais notre position géographique ne changera pas, que nous aimions la Russie ou non, elle restera ici demain aussi. Les dirigeants européens devraient participer activement au processus de paix. Les États-Unis se disent prêts à aider à mettre fin à la guerre, mais ne doivent pas négocier les délais d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Au nom des membres du blog, il s'agit de questions d'estime de soi. C'est pourquoi il est nécessaire de reprendre le dialogue entre l'Union européenne et la Russie, mais de manière constructive et sans pression sur l'Ukraine. D'un côté, on peut comprendre le désir d'Emmanuel Macron, mais il ne veut pas céder tout le dialogue avec les Russes et les Américains. Mais surtout lorsqu'il s'agit de l'architecture de sécurité européenne. Cependant, la Russie utilise de tels contacts, voire même des allusions à ces contacts, d'une manière différente. Maintenant, c'est encore Sergueï Lavrov qui déclare que Moscou aurait soi-disant des contacts secrets avec certains dirigeants européens. Pourquoi fait-on cela ? Pour semer la discorde entre Européens et peut-être avec l'Ukraine ? Je cite ensuite « Je ne vais pas le cacher, nous avons des contacts avec certains dirigeants européens. Ce sont eux qui appellent et demandent de ne pas rendre ces conversations publiques. Certains viennent même ici, à Moscou, et prennent contact avec nous de manière clandestine. » En même temps, les déclarations des dirigeants européens lors de ces contacts fermés et confidentiels ne diffèrent en rien de ce qu'ils disent là publiquement. Ce sont toujours les mêmes appels. Il faut en finir, il faut faire quelque chose. Mais l'Europe a adopté une position de non-contact négative qui consiste à dire qu'il faut une défaite stratégique de la Russie. Leur position est la suivante. L'Ukraine ne peut pas perdre, la Russie ne peut pas gagner, sinon l'Europe perdra la face. Et tout ce qu'ils font maintenant, c'est empêcher de faire échouer les négociations qui semblent s'esquisser entre nous et les Américains. Et maintenant, des représentants ukrainiens se joignent aussi à eux. Eh bien, il est important de noter ici que, même selon les propos de Lavrov, lors des rencontres, les Européens n'ont pas changé de position. Elle reste intransigeante. La Russie ne peut en aucun cas gagner, c'est bien. De ce point de vue, je suis un peu rassuré concernant les contacts de l'équipe de Macron avec les Russes. Il est peu probable que quelqu'un là-bas trahisse l'Ukraine. Il faut comprendre ici que les Européens ont aussi leurs propres intérêts et il faut également en tenir compte. Mais ce jeu avec les sanctions, tantôt on les impose, tantôt on ne les impose pas, et on compte l'argent, qui va gagner combien avec ça paraît cynique. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Si cet épisode vous a semblé intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par votre don ou votre abonnement. Lien et infos en description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt, la suite arrive.